Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièrespilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonsoir, bonjour, bon matin. Je ne sais pas c'est quand est-ce que vous écoutez l'émission. Allô tout le monde et bienvenue à cet autre épisode de Sur la route de l'horreur. Cette semaine, comment ça va les boys? Christophe a des problèmes. Hein? Christophe qui est gelé comme une balle, là, puis on voit plus rien sur son écran. Là. Il arrive, il s'en va. Fait qu'on va le prendre quand il va arriver. Puis on le laissera parler un petit peu, mais sinon, il sera plus ou moins avec nous autres pendant tout le long du show. Hey, salut les zombies! Non, moi je crois que je le prendrai pas. Salut. Hey, cette semaine, on reçoit Alain Vézina, qui est, je vais dire qu'il est un ami à moi. En fait, c'est mon ancien professeur. C'est lui qui m'a tout montré dans le temps. Donc, on le reçoit au show. Mais avant de commencer avec Alain, Martin, Martin, là, on est juste nous deux. Comment s'est passé en fait, comment s'est passé ta semaine? Qu'est-ce qu'il y a, Zombler? Besoin de l'intro? Oui. Parlez l'intro. Bienvenue autour de table horrifique. Table horrifique. OK. Moi, je suis content de dire que j'ai finalement fini The Twilight Zone. Après, je sais pas combien de mois d'écoute. 6 mois, t'écoutes ça? Hey, à coup de à peu près 1 par jour à chaque matin avant d'aller travailler, j'écoutais un Twilight Zone, puis j'ai fini. Excellent. The Twilight Zone, c'est une des meilleures émissions que j'ai écoutées jusqu'à date parce que c'est très original. Évidemment, il y a toujours des épisodes qui sont un petit peu moins bonnes. Mais là, maintenant que j'ai fini, je me suis donné un challenge et c'est de me lancer dans tous les films que je n'ai pas vus dans ma collection. Ma pile est énorme. Il est temps que je commence à écouter ça. Oh, Christophe. Hey, Christophe, ça va bien? C'est pas facile avec un téléphone à roulette. Oui, mais c'est normal, t'es à Maniwaki, ça l'aide pas. Là. Non, au lac, Saint-Jean, c'est pas pareil. Je sais, je te niaise, tabarouette. Anyway, pour revenir à ce que je disais, j'ai décidé de me lancer dans tout ce que j'ai pas écouté dans mes DVD et ça donne drôle parce que pendant une pause qu'on a eue en 2 épisodes, j'ai commencé à écouter Underworld Awakening avec ma fille puis je ne l'avais jamais vu. Je croyais que je l'avais vu. C'est le 4e de la série. Donc, ça va aller bien avec le 5e parce que je n'ai pas vu le 5e non plus. C'est ça ma mission, de commencer à écouter tous les films que je n'ai pas vus encore. Prochain pour le tour de table horrifique. Vas-y, mon Christophe, avant que ça coupe, on veut en savoir qu'est-ce que tu as fait. Boy. Ouais. Hey, moi aussi, entre 2 recordings, j'ai écouté quelque chose. J'ai écouté l'épisode de Movies That Made Us sur Jurassic Park, qui est un film d'horreur, mesdames et messieurs, familial, mais vraiment nice. Moi, je suis un gros fan de Jurassic Park. Est-ce que j'étais encore en vacances, hein? Je suis en direct du garage de mon chum au Lac-Saint-Jean, à Alma, puis la connexion Internet est pas tout à fait ça, fait que je vais parler super vite. Pendant mes vacances, ce que j'ai fait, Zombler va être content, je passe à travers Massacre à la tronçonneuse, le tome 2, le bouquin sur la franchise, tous les films de la franchise Texas Chainsaw Massacre, sauf le premier film, écœurant, plein début de scénario, c'était du bonbon. Entrevue avec Adam Marcus, qui a écrit le scénario de Texas Chainsaw 3D. Puis tu comprends qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la chronologie dans le film.
On dira que c'est une excellente chronologie parce que quand on regarde Texas 3D, franchement, il y a quelque chose qui manque dans le temps. Il y a vraiment un petit problème. Je me rappelle encore quand ça avait commencé avec, c'est qui, Bill Moseley, je pense, qui jouait l'un des personnages au début. Ouais, c'est la première chose que je m'avais demandé. C'était comme, attends une minute, il y a quelque chose qui ne marche pas entre la suite puis... non, la chronologie, moi j'avais beaucoup aimé le film quand même, mais la chronologie est complètement mauvaise. Il y a juste une chose, par exemple, que j'avais de la difficulté avec le film, c'est le fait que Daddario... c'est quoi Alexandra Daddario? OK, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça aurait été le fun de... Ah non, OK, regarde, on passe à autre chose. Hey, Chris! Maudit, c'est fatigant, ça. Fait que là, Clive Barker, spécial Manouvi, c'est vraiment le fun. Puis, je vais lire bientôt ça. Je me suis payé sur Marketplace à Rivière-du-Loup. J'étais dans le bas du fleuve. Fait que je me suis acheté le scénario adapté en bande dessinée. C'est vraiment une belle grosse... Mais c'est pas horreur, ça. Dégage-moi ça. Ben, c'est un peu gore quand même. Puis Tarantino, il a fait des films d'horreur un peu. Fait que, tu sais, on peut bien dire qu'est-ce qu'on veut. Moi, ça a été assez calme. Moi, ça a été assez calme. En fait, moi, je me suis procuré, en fait, Candyman 3 en DVD, qui est quand même super rare. Le film n'est pas bien bon. Si je me rappelle, ça fait longtemps que je l'ai vu. Mais trouver le DVD, c'est pas facile, le Candyman 3. Et j'ai réussi à le trouver. Et en même temps, la personne qui m'a vendu Candyman 3 avait une copie de My Bloody Valentine que je n'avais pas. J'avais jamais vu cette pochette-là avant et tout. Et qu'est-ce que tu montres, Christophe? Candyman. J'étais en train de lire ça un matin. Voilà. Et ouais, c'est ça. Fait que j'ai cette copie-là, puis vu que c'est mon slasher favori, je m'amuse à collectionner les copies différentes de My Bloody Valentine. Donc voilà. Puis Zomblard, as-tu quelque chose à nous présenter, toi, ou on invite Alain tout de suite? Écoute, pas vraiment, juste que vous dire qu'à un moment donné, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté à un tournage. Je vous dirai pas de quoi, je vous dirai pas où, mais putain, qu'est-ce que c'était bien, c'était terrible. J'ai franchement adoré. C'est-tu le nouveau film des Mopettes tourné à Montréal? Pour ceux qui écoutent le podcast, on nous a montré une petite Devil Puppet dans les mains de Zomblard. Voilà. Ben, fait que n'attendons pas plus longtemps. Tu as parlé de Rivière-du-Loup, justement, Christophe. Ben, Alain Vézinov vient de Rivière-du-Loup, si je ne m'abuse. Fait que Zomblard fait entrer Alain qu'on puisse discuter avec quelqu'un de sensé ici. Salut Alain! Salut! Bonjour. Comment ça va, Alain Vézinov? Ça va très bien. Fait des vacances. Je recommence demain à enseigner au cégep. Donc, je savoure ces dernières minutes de liberté, comme on dit. Puis je suis content de faire ça avec vous. Je trouve que c'est une belle manière pour moi de clore mes vacances, de parler de cinéma d'horreur, de cinéma fantastique, avec des fans et des spécialistes. Donc, je trouve ça extraordinaire pour terminer mes vacances. Et disons aussi qu'il y en a 2 ici qui ont étudié à Saint-Jérôme. Ben oui, ben exact. Moi, en fait, je suis même arrivé au Cégep Saint-Jérôme avant Alain. Fait que, comme peut-être 2 sessions avant que tu arrives, puis ensuite tu es arrivé comme professeur. Ben justement, sans vouloir faire ta bio. Les gars, ils ont zéro culture. Qu'est-ce qu'ils ont été à l'école? C'est vrai ce qu'il dit parce que sinon on ne l'aurait jamais engagé pour être dans le show ici. On est trop effectivement. Fait que sans vouloir faire ta bio, Alain, là, mais tu es enseignant, réalisateur, auteur, puis collectionneur, parce qu'on a comme été visiter ta collection il n'y a pas très très longtemps pour le show sur la route de l'horreur. Ça vient d'où cette passion-là pour le genre? Parce que ça fait longtemps là, que tu adores tout ce qui est. Écoute, je pense que quand j'étais tout petit, je m'intéressais pas aux voitures, je m'intéressais pas trop non plus au hockey, des trucs comme ça. Moi, c'était vraiment le cinéma et le cinéma de monstres. C'est très clair. Je me souviens de ma mère, dès qu'il y avait un film de Godzilla à la télé ou peu importe, un truc animé par Ray Harryhausen, ma mère hurlait dans la maison « Alain, il y a un film de monstres ». Et ça, c'était le cri de ralliement. Donc, moi, mon frère, on s'installait devant la télé. Et puis, j'ai
toujours cultivé ce goût pour l'horreur. Je lisais les bandes dessinées de Marvel qui étaient traduites en français par les éditions Héritage, Dracula, Frankenstein, bien sûr les super-héros, mais j'aimais beaucoup la série Dracula. Comme tu l'as dit, dans une petite ville, bon, ben, à l'époque, avant l'arrivée de la vidéo, bon, ça me rajeunit pas, on avait 2 cinémas quand même à Rivière-du-Loup. Il y en a un qui existe toujours, le cinéma Princesse, mais à l'époque, il y avait le Capitole où on présentait des films de série B. Puis ma mère m'y amenait. Elle était très gentille avec moi, ma mère. Elle prenait soin de moi parce qu'à l'époque, mon père travaillait sur les chantiers Manic 5, ensuite à Bay James. Hein, il partait pour, on appelait ça des runs de 2 mois. Ma mère aussi aimait beaucoup, beaucoup le cinéma. Puis je terminerai avec une anecdote là, qui, pour moi, je pense que ça a été déterminant. Non, Alain, c'est à la fin l'anecdote. Non, mais. Écoute, Il peut y en avoir plusieurs. Mon cousin à l'époque, j'avais un cousin un peu plus vieux que moi, qui était ado, et il s'était procuré un projecteur Super 8. Hein, parce qu'à l'époque, on pouvait se procurer des versions courtes de films d'horreur. Et lui, il y avait Frankenstein, il y avait des films d'Harry Ozon et tout ça. Puis je me rappelle très bien, un samedi soir, on allait chez ma tante Janine, en bas de la côte. Et on s'assoyait tous, toute la famille, les cousins, moi, on s'assoyait dans la cuisine. Et lui, là, tirait le star et avec son projecteur muet, en plus, je me rappelle d'avoir vu pour la première fois Boris Karloff dans le Frankenstein de 1931, version Super 8, muette forcément, comme le projecteur, je le disais, était non sonore. Et ça m'avait frappé. J'ai 6 ans, puis je vois Boris Karloff pour la première fois. C'est une des plus belles soirées de ma vie. Je me rappelle encore. Et ensuite, écoute, à la télévision, j'attrapais. On avait la chance, nous, à Rivière-du-Loup, d'avoir une chaîne à Jonquière où on présentait des films à 17h. Tous des films de la Hammer et tout ça. Maman aimait ça aussi. Le cinéma de 17h. Hein? Oui, le cinéma de 5 heures, avec le tirage et tout ça. Puis ma mère détestait Christopher Lee en Dracula. Ah, elle était là, puis elle l'appelait l'écœurant. C'était comme ça tout le temps. À chaque fois, elle était là, regarde l'écœurant. Ah, l'écœurant. Puis je me rappelle, quand on entendait, on voyait Peter Cushing en Van Helsing, puis là, il y avait parfois de la musique à l'orgue. Puis là, ma mère disait, écoute, là, la musique du bon Dieu, les cœurs, il va en manger. Ma mère détestait Christopher Lee en Dracula. C'était vraiment... elle haïssait autant que JR dans Dallas. OK. C'est incroyable, par exemple, que tu as eu la chance de regarder... C'était-tu ton premier film d'horreur quand tu l'as regardé avec Boris Karloff ou c'était... Oui. Écoute, à 6 ans, là, j'avais pas vu beaucoup de films d'horreur. Hein? Donc, je pense que c'est vraiment... ça a été un choc. C'est une belle expérience, c'est une belle façon d'avoir été introduit dans l'horreur parce que moi, j'ai commencé avec House by the Cemetery puis ça n'a pas retourné de la même façon. Mais Alain, tu parlais des bobines Super 8, là, des films qui sont en concentré, si on veut. Là. C'était comme des petites versions, genre de 20-30 minutes. Hein, exact. C'était la compagnie. Il y avait une compagnie, Castle Films, qui en faisait beaucoup. Puis moi, je lisais beaucoup les magazines Creepy, Eerie, Vampirella, les versions françaises. Et souvent, tu avais la publicité pour commander en France, forcément. Ces films-là. Puis je vous avoue que des fois, ça me titille. Je vais sur eBay, puis je me dis... J'aimerais ça t'en acheter. Est-ce que je me procure un projecteur Super 8, puis je me mets à acheter ces films-là, alors que c'est un peu ridicule. Je les ai tous en version Blu-ray, mais... Complète aussi. Revivre le moment. Oui, c'est vraiment le cinéma. T'as le bruit du projecteur, tu as l'odeur aussi de la pellicule avec la lampe chaude, ça dégage une odeur. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance impérissables. Puis des fois, je me fais violence pour pas prendre ma carte de crédit puis faire une folie. Stéphane, il y en a un pas pire, là, Zomblard. Attends, mais regardons ça en gros plan, là. C'est merveilleux. Est-ce que tu as des bobines? J'en ai 2-3. Mais là, il faut que je change la lampe. Okay. C'est vachement dur à trouver quand même. Oui.
Et ça coûte cher. Ben, c'est ça, surtout des trucs qui existaient, tu sais, qui n'existent plus maintenant, là, qui se sont discontinués depuis tellement longtemps, là, c'est pas évident. Puis les bobines que tu peux trouver sur eBay, tu sais pas s'ils sont encore en bon état, tout ça. C'est quand même un gamble, là. Ouais. Je me rappelle avoir déjà écouté une version comme ça, mais de Star Wars, avec un ami qui avait acheté ça, là. Ça durait, c'est ça, 30 minutes. C'est juste des séquences d'action, tu sais, il n'y a personne qui parle pratiquement. Puis dans la version Super 8 ou 8 mm de Star Wars, ça se termine lorsque le faucon quitte l'étoile de la mort, puis ils sont attaqués par des chasseurs impériaux. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Puis tu as Luke et Han Solo qui se mettent derrière des canons. Ouais, et là, ils détruisent les vaisseaux. Puis là, tu as Luke qui dit « On a gagné, on a gagné! » Le film se termine là. Ah ouais. L'étoile de la mort et tout ça, on ne sait pas ce qu'il y a bien l'étoile de la mort. Ben, ça fait plus de sens qu'un trou qui se fait tirer dedans. Puis ouais, non, c'est ça. Hein, mais Steve parlait que tu étais collectionneur, Alain. Alain, on ne se connaît pas, nous deux, mais je vois de la collection en arrière. Tout ça, qu'est-ce que tu collectionnes, toi, au juste? Moi, je sais que tu ne collectionnes pas de Super 8, là, mais... Non, ben ça, c'est rien. On est dans ma bibliothèque ici. OK. Okay. J'ai gardé la primeur pour votre émission de télé. En fait, moi, c'est des statuettes de films fantastiques, des films, je te dirais, la période très classique de l'horreur. Donc, les Universal. À Universal. Donc, j'ai des statuettes, des bustes de Frankenstein, Dracula et tout. Les films de la Hammer que j'adore. Godzilla, qui est mon champ de spécialisation, si je peux dire. Ah oui, ça, c'est clair. Et quelques créatures aussi du bestiaire de Ray Harryhausen, que j'admire. Puis parfois, j'ai des petites exceptions, des monstres qui ne font pas nécessairement partie de ces catégories, mais qui sont quand même extraordinaires. Tu sais, j'ai un buste de Darkness dans Legend qui est absolument... Ah oui, ben oui. Le beau diable, le plus beau diable que j'ai jamais eu. Tu ne peux pas résister à ça. Là, tu sais, c'est comme... Oui. Mais j'ai quand même... je le dis modestement, j'ai des belles pièces, des pièces à quantité très, très limitée. Que ce soit la Creature from Black Lagoon et tout ça. Donc, c'est un musée, mon sous-sol. Cool. Un petit musée, mais quand même, je suis assez content des pièces que j'ai réussi à trouver au fil des années. Est-ce que tu as des statuettes de Christopher Lee en Dracula? Ouais, il ne faudrait pas que ma mère le voie. Donc, si ma mère vient ici, il faudra que je le cache. Mais je ma mère qui a 87 ans aujourd'hui, puis je suis sûr qu'en voyant le buste, elle dirait « Ah, il est écœurant. » Ça l'a marqué. Est-ce que tu collectionnes les films aussi? Parce qu'on est tous des collectionneurs de films ici. Ben oui. Les films, bien sûr, j'ai des DVD, Blu-ray, encore là, et souvent, ça me coûte cher. Je ne sais pas si vous avez le même problème. Ben oui, on rachète toujours le même film. Là, ça sort en Blu-ray. Là, tu dis, bon, faut que je le rachète. Puis c'est pas vrai. C'est des trucs, maintenant, je trouve ça juste en ligne. Là. Les films que j'achète, c'est pas vraiment des trucs qu'on trouve en magasin. Je pense que c'est la même chose pour vous. Là. Surtout quand on consomme beaucoup de magasins, Alain. Ben, magasin qui vendent. Reste Walmart, t'en as un petit peu. C'est vrai. Tu vas payer 15 fois le prix. C'est ça, tu sais, c'est comme, mais à part ça, effectivement, mais même à l'époque où tu avais des boutiques, moi, la majorité des films qui m'intéressaient, ou à tout le moins que j'étais curieux de voir, c'était des films de série B, produits par des petites compagnies, puis que, bon... c'est moins distribué. Hein. Bon, mais là, allez, arrête tout, parce que là, nous, ce qui nous intéresse, c'est toi, donc tu vas répondre à des questions en rafale. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? Fait que les questions en rafale, ben, c'est vraiment pour apprendre à te connaître. On sait que tu es professeur, tu as réalisé quelques films, mais le fan de films d'horreur, Alain Vézina, c'est qui? Donc, on va découvrir avec ces petites questions-là. 13 questions rapides, tu réfléchis pas trop, tu réponds aux premières choses qui viennent en tête. Le dernier film d'horreur que tu as vu?
un film de loup-garou très nul qui s'appelle Werewolf in London, Ah, avec une scène d'anthologie où un loup-garou défecte sur des personnes. c'est pas American Werewolf. Non. C'est en un autre. Là. Non, OK. et la pochette est très belle, puis ça, c'est mon gros défaut. Je me fais pogner tout le Ouais, temps avec enfin, des ça belles arrive. pochettes. Puis, je le dis vite fait, là, j'ai parti à rire en premier parce qu'il nous avait raconté l'histoire pendant qu'on était OK. au show, puis on a bien ri. OK, tu peux continuer, excuse. C'est un film récent? Oui, très récent. Ah ouais, OK. À ne pas voir. Le tout premier, comme tu l'as dit tantôt, c'est Frankenstein. Ouais. Le premier film qui t'a terrorisé, enfant. Tu sais que t'as pas dormi la semaine. Je crois que c'est L'Exorciste que j'ai vu. Ah ouais. J'étais quand même assez jeune, là, puis mais ça ne m'avait pas empêché de lire le roman après. J'avais OK, trouvé le roman tout aussi terrifiant que le film. Ah ouais. Ouais. Le film qui te donnait le goût de passer à la réalisation. Ça va te paraître étrange, mais moi, je fais du documentaire beaucoup. Mon premier documentaire, on voit derrière, l'Empress of Ireland. Donc, j'ai vu Titanic. Vous allez dire, c'est quétaine comme réponse, mais j'aime beaucoup celui de James Cameron. Ben oui, OK, parfait. Puis pour moi, puis ça m'a donné l'impulsion pour faire un documentaire. C'est quétaine comme réponse. Ben, c'est ça. Mais hey, J'imagine écoute, que Titanic James est un Cameron- excellent film quand même. Là. Ben oui, exactement. Tu sais, c'était le plus gros succès de tous les temps à ce moment-là. Puis, tu sais, lui aussi, il a réalisé des documentaires là-dessus par la suite. Là. Ouais, J'imagine que tu les as vus aussi. Là. Ouais. Ah ouais. Sinon, ton film de genre québécois préféré, ça serait lequel? Ça peut être un court, un long. C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire Turbo Kid. Ouais, c'est un bon choix. Là. Cool. Sinon, si on élargit au Canada, t'en as-tu un préféré ou dans le cinéma canadien? Seigneur, au Canada, peut-être, oui, The Vindicator ou Frankenstein The 2000 Vindicator? en France, réalisé par Jean-Claude Lard. Et Jean-Claude quand Lard, ben il oui. m'a donné une conférence dans mon cours au cégep, je lui ai parlé de ce film. Et Ah ouais. je l'ai vu, j'étais très jeune, là, c'était à la télé payante, mais j'avais trouvé ça vraiment cool. Puis, il y a toute la série des Cronenberg, les premiers, Rage et tout ça, tourné à l'île des Sœurs. Je voyais ça à la même époque. C'est probablement, ces trucs-là. Tes préférés. David Pierre, là, quand on Pierre David. Quand on a parlé avec Pierre David, il a dit on ne peut pas parler de ça. Parle pas de Vindicator. Il a dit que c'était de la merde. Ouais, il a dit que Jean-Claude Lard aussi. Il dit, mais là, attention, là. Moi, j'ai vu ça, j'avais 12 ans, je ne l'ai pas vu. Oui. Donc, je sais qu'à l'époque, il m'avait fait une très grande impression, ce film-là. Mais je suis très curieux. Je ne l'ai pas encore visionné, ce film-là. Ça semble très, très intriguant. Sinon, ton réalisateur, là, peu importe là, la nationalité, ton réalisateur préféré, c'est qui? John Carpenter. Ah, tellement. Un grand. The Fog est un chef-d'œuvre. En tout cas, ça pourrait continuer. Là. Ben oui. Sinon, vu que tu as réalisé le Scaphandrier, est-ce que tu as un film d'horreur nautique préféré? The Fog, de John Carpenter. Oui, makes sense. Très bien. Un film? Vraiment l'original de Carpenter. Ben oui. Oui, c'est bien. Non, c'est ça. Ton film de lutteur mexicain préféré? C'est probablement Santo et le trésor de Dracula. Okay. Parce que là-dedans, Santo, il est tout. Il est lutteur, il est séducteur et il est même un scientifique qui a inventé une machine à voyager dans le temps, ce qui met l'accent sur la polyvalence des lutteurs masqués mexicains et la scène où il explique que les femmes sont des sujets parfaits pour voyager dans le temps à cause de leurs molécules. On comprend rien, c'est n'importe quoi. Maudit qu'elle a l'air convaincant derrière son masque. On achète l'argument scientifique. C'est du génie. Sinon, aussi, ton film de Nazi-sploitation préféré, ça serait quoi? Je pense que c'est Dead Snow. Dead Snow? C'est tellement bon, ce film-là. Sympathique. Film de zombie préféré? Est-ce que ça serait ça ou il y en a... Non, j'aime beaucoup. Film de zombie préféré, le deuxième Romero, Dawn of the Dead. Excellent. Et la question classique qu'on pose à tous nos invités, Freddy ou Jason? Freddy.
Oh, yes! Ouais, Marc, on Nul, est- Alain, nul! Moi, je pense sincèrement qu'on peut arrêter ce tournoi-là parce que Ouais, Freddie c'est est en Freddie train qui de gagne. remporter Ouais, mais haut ça la main. dépend, on va voir éventuellement. Ça dépend les. Plus que là, c'est parce qu'on a des invités qui ont de la Non, philosophie intelligent. intelligents. Quand on va avoir du monde plus trash, ils vont tous Jason, puis là, ça va remonter. Hey Alain, je veux qu'on parle de ta carrière en tant que réalisateur et tout. Est-ce que La Morte amoureuse a été ton premier long métrage, ton premier film, je crois? Ouais, Oui, tourné puis c'est en quelle, bêta. quelle année La Morte amoureuse? Oh my God. Écoute, j'avais 23, 24 ans. 94, 93, 94. Parce que sur Comment Internet dire? Movie Database, je regardais ça, puis c'était marqué 2010, puis j'étais comme, ben non. Non, 2010, c'est SV Bell Ah, c'est la sortie qui a de. sorti DVD du film. Lui, il avait les droits pour le distribuer, mais non, pas en 2010. J'avais fait ça en 2010, je me posais des questions. Là, Ouais, c'est ça, en je me dis. vidéo, tu sais, puis à l'époque, bon, à 94, Betacam, c'était wow, tu sais, mais aujourd'hui, bon, on n'est plus là. Mais effectivement, ça a été mon premier long métrage, ouais. Puis l'idée en arrière de La Morte amoureuse, parce qu'on va montrer la bande-annonce là, Ouais. en même temps, mais c'est venu de où? Ben, en fait, c'est une nouvelle d'un auteur, Théophile Gautier. OK? Et c'est une très belle nouvelle de vampire, donc qui parle de l'histoire d'amour entre un prêtre et une très belle vampire, courtisane vampire, Clarimonde. Puis moi, je suis parti de ça, puis j'ai actualisé ça, j'ai transposé le récit à notre époque, ici, au Québec. Donc, c'est une adaptation très, très libre. C'est très, très loin de la nouvelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire d'amour entre le jeune prêtre et une super belle vampire. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire là. Mais tu sais, j'ai rajouté une bande de hippies qui fument du pot sur la plage. On s'entend que c'est pas la nouvelle de Théophile. Alain, question de même. T'avais-tu déjà présenté ça à Saint-Jérôme? Parce Oui. que je crois que je l'ai vu à Oui, Saint-Jérôme. à l'Halloween, c'est possible. Puis c'est avant que je rentre travailler, c'est pas possible. Ben, Ouais. tabarouette, je peux confirmer que j'ai vu La Morte amoureuse à Saint-Jérôme quand j'étais aux études. C'est incroyable. Quel Le petit monde est monde. petit, effectivement. Puis faire un long métrage en quoi, 94, 95, tu fais quoi avec ton film dans ces années-là, un coup que tu l'as fini? Écoute, Tu- j'en viens pas. Le film avait été sélectionné au Festival des films du monde. OK. Wow. C'est encore un mystère pour moi. Tu sais, je suis comme, là, nous autres, on était super contents. Tu sais, hey, on fait le FFM. Tu sais, c'est comme. Ben ouais. Parce qu'à l'époque, le FFM, c'était quelque chose. C'était gros. Ben oui. Maintenant, Ça a bon, déjà été quelque chose. ça a déjà été quelque chose. Puis on était à l'époque où c'était encore quelque chose. Donc, le film a été présenté aux Parisiens sur Sainte-Catherine. Puis nous autres, on était, écoute, on se pétait les bretelles. Mais il n'y a rien eu d'autre. Tu sais, il n'y avait pas de distributeur, il n'y avait pas on n'avait pas les moyens de le sortir en VHS. En fait, oui, on a fait quelques copies VHS pour mon club vidéo à Rivière-du-Loup. Je connaissais le propriétaire. Là, lui, il disait hey, ça a été tourné par des petits jeunes du coin, tu sais, donc c'est l'argument publicitaire pour louer le film. Mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis on était vraiment. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui tournaient des trucs comme ça à l'époque, là. Sauf erreur de ma part, là, tu sais, on était vraiment. Puis on n'avait pas une scène, puis sur le plateau là-bas, ben, c'est nos mères respectives. Oui, encore ma mère, hein? C'est important. Ouais. Qui nous amenait le macaroni pâté chinois, mais on mangeait super bien. Ça, je vais le dire, on mangeait super bien. Puis, tu sais, mais on était, écoute, pour ceux qui ont vu le film, à la fin, j'ai un vampire qui brûle. On a vraiment fait une torche humaine. Ah ouais. Il y a un gars qui était prêt à le faire, tu sais. Et il y avait eu quelques conseils de cascadeurs professionnels qui n'étaient pas sur place, forcément. On a tourné ça à Capuna, dans le coin de Rivière-du-Loup. Puis à la fin, bon, il y avait un hôpital juste à côté, j'espère. Non, c'était correct, tu sais, parce qu'il était dans le fleuve, tu sais. Donc, il y avait pas juste mais c'était pas prudent pareil. Mais nous autres, on se disait, mais écoute, à l'époque, c'était fou, on savait pas faire un tie-in, on n'avait pas d'électricien, là, tu sais, c'était comme, puis ça, si tu te mêles dans ton positif négatif, tu fais sauter la boîte.
Je me rappelle mon DOP à l'époque, qui a fait du chemin, Jean Cavana, hein, qui va être directeur DOP de la seconde équipe pour Pet Cemetery. À l'époque, Jean, on apprenait sur le tas, puis je me souviens, premier tie-in qu'il fait, là, on coupe l'électricité, puis quand il a fallu réactionner donc l'interrupteur, Jean était tellement pas sûr qu'il a fait ça avec un balai à bout de bras. Mais écoute, c'est des expériences incroyables. Là. Tu sais, j'ai super souvenir de cette Mais là, je suis curieux, est-ce clair. que vous aviez des assurances sur ce film-là? Voyons donc. Voyons donc. Mais on avait un lieu de tournage incroyable qui nous a laissé tourner là. C'était assez hallucinant. Tu sais, on avait une petite église anglicane à Kakuna, sur le bord du fleuve. Écoute, c'est un lieu de tournage magnifique. Puis, je dois reconnaître que les anglicans sont plus cool que les catholiques. Ils nous ont laissé tourner. On avait la clé, puis à côté, on avait un presbytère. Écoute, monument historique. Là, on dormait là, on se faisait de la bouffe là. Tu sais, c'était comme... Wow. Puis c'était vraiment, 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 vraiment cool. Sauf que si on avait mis le feu là-dedans... Hein, Ça aurait été assez dramatique. Ça aurait été l'enfer. Puis je me rappelle, quand on avait montré le film, parce qu'on avait fait une présentation du film à Rivière-du-Loup, en présence d'une vedette de la politique, une vedette montante, Mario Dumont, qui était là, originaire de Rivière-du-Loup aussi. Donc, elle était le seul député de la DQ. Donc, on fait une projection au Centre culturel de Rivière-du-Loup. Puis la première scène du film, c'est assez élevé, c'est que le prêtre, littéralement, baise avec un cadavre sur l'autel de l'église. Littéralement, là. Puis, on voit tout, là. On voit tout. Puis, à la fin, en fait, il baise avec une femme, puis à la fin, il se rend compte que c'est un cadavre. Donc, on a remplacé la femme par un cadavre qu'on a fabriqué. Puis, on a même fait un gros plan de l'organe, en tout cas, entre les deux cuisses de la femme. Puis, stop, Alain, ça devient vraiment n'importe quoi. Puis là, moi, les Anglicans n'étaient pas au courant qu'on avait tourné ça. Tu sais, là, on se dit, shit, au centre culturel, ils vont capoter. C'est un blasphème. Le film commence comme ça. Puis tu sais, quand t'es jeune, puis tu fais un film d'horreur comme ça, tu te dis, je vais tourner quelques scènes là, vraiment qui fessent dans le dash. Là, puis finalement, après, ils sont venus nous voir, puis ils étaient tous pas de problème, et tout ça. Puis, et ça l'a vraiment ancré chez moi cette idée que les Anglicans sont plus cool que les catholiques. Alain, cette histoire, c'était vraiment n'importe quoi. Donc, c'est maintenant qu'on lance notre n'importe quoi, nous. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. Cette semaine au n'importe quoi. Le n'importe quoi, Alain, c'est comme une carte blanche qu'un des membres de l'équipe a. Et cette semaine, c'est moi qui ai l'honneur, pendant un petit 5 minutes, de parler de quelque chose. Et j'ai décidé de m'attarder un petit peu sur les remakes. Ça me tente de parler des remakes. Parce que l'opinion envers les remakes, qu'est-ce que tu veux, Zomblard? L'opinion envers les remakes, je trouve que les gens, des fois, sont durs envers les remakes. Il y en a souvent beaucoup trop, mais il y a d'excellents remakes. Puis je pense que en bout de ligne, un remake, c'est important. Et moi, qu'est-ce qui me fait capoter avec les remakes, c'est qu'aussitôt qu'un remake est annoncé, le monde vont commencer à chialer sur le film, ça se peut-tu, gna 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 gna. Mais la plupart du monde ne savent pas qu'il y a beaucoup de films qui aiment qui sont des remakes. Mais on dirait plus que le film est vieux, plus que c'est acceptable. Tu sais, j'ai fait une liste là, de films que le monde adore et disent que, ah mon Dieu, c'est des classiques et c'est excellent. Et ils pardonnent à ces films-là, même si c'est des remakes des années 50 et 60. Tu sais, si on parle, mettons, de Cat People de 1982, ben, c'est un remake d'un film de 42. Willard, que tout le monde
adore la performance de Crispin Glover et tout. C'est un remake. Il est difficile à dire, ce nom-là. Le gars de Back to the Future. Je veux dire, c'est un excellent remake. Body Snatcher en 93. C'est un remake d'un remake. C'est comme un remake Oh, de mais attends, si je ne me Invasion trompe of pas, the le Body vieux Snatcher. Body Snatcher de Donald Sutherland est aussi un remake. Exactement, c'est ça que je viens de dire. Un remake d'un remake. C'est exactement ce que je viens de dire, Martin. Il y en a Bravo, même Martin. un autre après. Écoute pas quand tu parles de trucs de gays. Non, mais tu sais, même si on y va, là, Cape Fear, We Are What We Are, qui a été fait dans Le Blob. un remake. Le Blob oui. est là. C'est The Thing. discutable. Evil Dead 2, en fait. Evil Dead 2 oui. est un remake un peu du premier. Et Du premier. finalement, oui, C'est un effectivement, remake de The Wit in the Woods. The Thing de Carpenter et même The Fly sont des The Fly. remakes des Ouais. vieux films. Puis il y en a des super bons remakes. Toi, Alain, tantôt, je pense que tu as dit que Carpenter était un de tes réalisateurs préférés, puis The Thing, c'est un de tes meilleurs films. Ouais, ouais. Mais ça reste que. Est-ce que tu es contre ou pour les remakes? C'est quoi ta position là-dessus? Ben, il y a des remakes parfois qui permettent de redécouvrir un thème, une œuvre, un personnage. Puis souvent, un remake peut donner le goût à quelqu'un d'aller voir le film original aussi. Ben oui. Puis faire les comparaisons. Puis ça, c'est intéressant. Puis il y a des remakes aussi d'un pays à l'autre. Je te donne un exemple. La version américaine de Ringu, Ouais. le premier, Très cool. franchement, elle est excellente. Elle est Ben oui. excellente. Puis et bon, je ne parlerai pas de deuxième sur notre histoire, là, Non, c'est ça. mais ce film-là, moi, en classe, je fais le comparatif, je montre des extraits de la version japonaise puis de la version américaine. Puis souvent, ça donne le goût à des élèves d'aller voir la version L'original. japonaise. Ben oui. Oui. Ben oui, la version de Ring américaine, là, il y a une séquence moi, qui me revient en tête, là, l'espèce de personne qui est morte de peur dans le garde-robe. Là, c'est tellement réussi. Puis vraiment, là, moi, j'ai comme eu le souffle coupé. Là. Juste ce maquillage-là, puis la façon que c'est monté aussi, c'était vraiment un bon. C'était même pas un jump scare, mais ça fonctionne. Oh, oui, clairement. Ce qu'on oublie souvent dans les remakes, c'est le nombre de Dracula et de Frankenstein aussi. Oui, Ben effectivement. boy. Une quantité énorme. Ben Oui, oui. mais c'est drôle hein, parce que tu parles de ça, puis t'as comme plusieurs différents remakes dans le sens que, mettons, tu prends Child's Play. Child's Play qui a été un remake avec la voix de Mark Hamill, qui est comme très différent là, du premier. Je veux dire, OK, le concept est le même, t'as une poupée qui tue des gens, mais l'histoire a comme complètement changé de place. Là. On parle plus d'une personne qui a possédé une poupée, là, on parle d'un ordinateur, tu sais, et qui a commencé à avoir des... C'est ça. Moi, je pense que Steve était sur le même avis que moi. Child's Play, c'est bon en tabarouette, le remake. Là. C'est vrai que la poupée a fait dur en tabarouette, mais je pense que c'était le but, justement, comme écrire la poupée. Là. C'est comme si elle avait été frappée en pleine face. Là. Ça serait pas dans mon top remake. Là. Moi, j'ai comme une liste là, qui serait genre... Moi, le reboot remake d'Evil Dead, j'ai adoré. Dawn of the Dead de Zack Snyder. Super réussi. Excellent. The Hills of Son meilleur Ice. film. The Hills of Ice est Alexandre excellent. Aja. Intense. Vraiment cool. Piranha. Ouais, ça c'est plus C'est le comique. fun. Mais même My Bloody Valentine, le remake, était quand même bien. House of Wax. Mais un qui est vraiment, vraiment excellent, c'est Night of the Living Dead de 1990 de Tom. Ah oui. Pour moi, j'ai vu ce film-là avant de voir l'original parce que j'avais 10 ans, je pense, quand il est sorti. Puis je trouvais ça, j'ai adoré ce film-là. Il m'a vraiment foutu la trouille. Il était gore! Puis Savini, c'est plate parce qu'il nous a jamais redonné un bon film. Il est un excellent maquilleur, mais il a réalisé des segments de Theater Bizarre, mais c'était pas le meilleur segment. Fait que, il y avait Romero qui était pas loin aussi, hein, qui a travaillé avec lui de près pour faire ce remake-là. Puis c'était un cast super cool aussi. Là. C'était pas Tony Todd. Oui, c'est Tony Todd. Hein? Tony Todd c'est qui quand même Candyman. Ouais. Alain, ça serait quoi ton meilleur et ton pire remake? On va rajouter une petite question à rafale là, avant de passer au scaphandrier. The Fly, tu le mentionnais tantôt, de David Cronenberg. C'est vraiment... Puis, en même temps, c'est un remake, mais c'est un remake qui est, je dirais, au goût du jour. Parce que tu peux pas faire The Fly
comme le film original de Kurt Neumann, si ma mémoire est bonne. Ben non. Quand Cronenberg a fait The Fly, on sent la personnalité de Cronenberg à travers le film. On sent Le les body scènes horror. de sexe, les scènes aussi, c'est très... et ça, pour moi, c'est le meilleur. Le pire remake que j'ai vu, bordel, j'en ai vu tellement. Je pensais que tu avais dit The Fog. Non. Oui. Je l'ai détesté. Je pense que quand il y a un film original que tu aimes beaucoup, que tu admires, puis que le remake, c'est de la merde, tu as encore plus de raisons de détester le film. Parce que le remake de The Fog, tu sais, tous les morts vivants sont faits en CGI, puis ils font pas peur. Ils font pas peur, alors que le film de Carpenter, tout est hors champ, tout est... Et puis quand tu les vois à la fin, je sais pas, le plan dans l'église, là, vous vous rappelez, tout à contre-jour, avec le brouillard en arrière, puis tu as juste le capitaine avec les yeux qui brillent, puis ils sont tous là, ils bougent pas. C'est écœurant. Moi, je pense c'est que un film d'ambiance. Le remake le plus inutile, je dirais que c'est Cabin Fever. Oh, j'ai jamais compris bon. que Eli Roth a fait un remake de son propre film, même pas 10 ans après. Premier film excellent, puis un remake complètement inutile. Mais c'est pas lui qui l'a réalisé, le remake. Le produit. Il a produit. Il a des produits, ouais. Pareil. Ouais, c'est ça. Quand ils font des remakes tellement pas longtemps après, tu sais, bon, les films de super-héros, ils ont ce problème-là. Hein. Ils font des reboots. Tu sais, les Spider-Man, il y en a eu 2, 3. Tu sais, Origin Story. On s'en fout dessus. Pourquoi vous nous faites ça? C'est pas cool. Mais de Texas Chainsaw Massacre... c'est bon, tais-toi, monsieur Net, là. Ça suffit. Hey, j'allais parler de Texas Chainsaw Massacre. Là. T'es un fan, Zomblar. Mais ça, je l'attendais avec une brique et un fanal. C'est pas une raison. Ciao. Donc, mais, tu sais, Mike, on avait raison d'avoir peur. Michael Bay, avec sa compagnie, qui allait produire un remake de Texas Chainsaw Massacre, un film intouchable. Puis, il s'est pas planté. Il a fait une sacrée bonne job. Le deuxième aussi était excellent. Là. Ouais. Il est très gros. The Beginning. Ouais. Alain, on parlait de The Fog. Ça va m'amener un peu à le Scaphandrier, que ton film, un des rares films d'horreur qui est sorti en salle au Québec, sérieusement. C'est assez très rare. Puis il y a beaucoup de références, quelques références. Là. J'ai une scène particulière dans le Scaphandrier qui me fait penser vraiment à The Fog. Comment c'est venu? Comment ce projet-là est né, en fait, le Scaphandrier? Parce que c'est particulier. Écoute, je connaissais quelqu'un qui travaillait pour une boîte de production, Boreal Film. Et le producteur de cette boîte, Daniel Morin, il s'était fait un nom en produisant les 2 premiers films de Xavier Dolan. OK. J'ai tué ma mère puis Les Amours imaginaires. Donc, et lui, ça a tenté de faire quelque chose de différent, mais il n'y avait aucune culture du cinéma d'horreur ou du cinéma fantastique ou quoi que ce soit, puis la productrice avec lui non plus. Et à un moment donné, écoute, c'était pendant la grève étudiante, le fameux printemps érable, donc j'avais pas mal de temps à moi, puis il m'avait demandé de produire un synopsis. Puis moi, j'étais parti de quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, un navire qui a coulé avec un scaphandrier qui est mort sur le navire, qui est une anecdote historique d'ailleurs. Il y a vraiment un scaphandrier qui est mort en explorant l'épave de l'Empress of Ireland en 1914 pour essayer d'extirper les cadavres. Et j'avais cette idée donc de gens, de pilleurs, de trésors. Et ça encore, ça correspond à une réalité parce que quand j'ai tourné le documentaire sur l'Empress of Ireland, parfois je voyais des choses qui étaient un peu révoltantes. Je ne veux pas être moralisateur à excès, mais je voyais des gens qui pendant une époque, l'épave n'était pas protégée, puis qui plongeaient. Écoute, ils ramenaient toutes sortes de choses. Cette épave-là a été pillée, puis ces gens-là, ces pièces-là ne se retrouvaient pas toutes dans des musées. Il y a des gens qui conservaient ça à la maison. Tu sais. J'ai vu, moi, un biberon de bébé de l'époque, c'était des biberons en verre. Quand tu sais que la majorité, à peu près tous les enfants sont morts dans le naufrage, tu sais, je trouvais ça assez particulier. Puis j'avais cette idée que, coudonc, il y a quelqu'un qui sort de l'épave puis qui s'en va, qui veut récupérer ces objets-là, puis chemin faisant, qui punit les profanateurs
de tombeaux. Et ça aussi, ça vient aussi des films, tu sais, les films de momies, là, les pilleurs de tombes là, qui vont, tu sais, puis que la momie, revient à la vie pour punir ces gens-là. Donc, c'est un peu un mélange de toutes ces influences. Puis le film, en fait, t'as tourné ça comme dans le coin de Rivière-du-Loup? Non, dans le coin de Rimouski, hein, je pense que tu m'as dit. Ouais, Rimouski, parce qu'il nous fallait le fleuve, bien sûr. On a tourné aussi à Liège-sur-Mer. Puis beaucoup de scènes à Boucherville, curieusement. Oui, les scènes dans le centre-ville, là, pour le petit village et tout ça, on a tourné ça, on a tourné ça là-bas. Mais c'est un film, son montage financier a été hyper particulier. Ça s'est fait très vite. Écoute, ça s'est tourné entre le moment où j'ai mis le synopsis puis le moment où on bouclait le tournage, il s'était écoulé 2 ans. Ce qui est à peu près, c'est très rapide, peut-être trop. Ça a été particulier comme montage financier parce que la Sodec n'a jamais mis un sou là-dedans. Et on a eu un budget d'1 million. Là. Donc, quand vous lisez quelque part que le film a coûté 2 millions, ce qui serait déjà un budget de misère, 1 million de dollars. 1 million, là, c'est un budget d'un film Asylum. Donc, ça vous donne une idée. Mais c'est quand même un gros budget pour un film québécois. Là. Non, c'est non. Un budget moyen, un film québécois de répertoire, là, où ton film, tu as à peu près 3-4 décors là, et tout ça, là, ça coûte à peu près 3,5-4 millions. OK? Ben, donc, c'est un budget moyen, OK, pour un film québécois. Tu sais, Les Affamés, je pense, a coûté quelque chose comme 3,5-4 millions, si mes informations sont exactes. Alors, 1 million pour un film qu'on tourne en location, où on a des maquillages, des effets spéciaux, des zombies, puis tout ça, c'est pas beaucoup. C'est vraiment très, très, très peu. Puis, comment on se sent en tant que fan, petit gars qui a grandi d'horreur, de voir que ton film est dans les salles, en fait, dans les cinémas? Parce que, tu sais, c'est beau. On a tous passé dans des festivals, des choses comme ça, mais là, t'es comme, OK, là, je suis à l'affiche. Moi, je me rappelle l'avoir vu au cinéma de Saint-Jérôme avec toi. Tu étais dans la salle quand je l'avais vu. Tu sais, de voir ton film, ça doit être quelque chose, par exemple. Oui, ben écoute, je pense que le plus beau moment, c'est de voir les affiches qui annoncent la venue du film. Ça, c'est vraiment, c'est cool. Mais la sortie du film, le film a été massacré par la critique au Québec. Ça a été au contraire une expérience pénible, une expérience douloureuse, une des pires expériences de ma vie. Moi, je dis souvent, le tournage du Scaphandrier, ça a été un des plus gros trips de ma vie. Et la sortie du Scaphandrier en salle a été l'un des moments les plus pénibles de ma vie. Tu comprends? Donc, dès la première critique, j'ai lu ça, j'ai fait ouf. Et là, ça s'enchaînait, puis tout ça. Puis, écoute, on va se le dire au Québec. Si vous avez lu une critique positive au Québec du Scaphandrier, envoyez-la moi, parce que je serais bien content de la lire. J'en ai pas vu. Donc, je te dirais que non, ça n'a pas été... puis même, je t'avoue qu'à un moment donné, j'avais hâte que le film soit retiré de l'affiche. Ah ouais. Pour qu'on cesse d'en parler. Et là, à un moment donné, j'ai dit, bon, là, il va sortir en DVD. OK, je me rappelle, il sortait le 24 juin. J'ai dit, bon, ça va être encore bang, bang, bang. Ceux qui n'ont pas critiqué lorsqu'il était en salle, ben là, ils vont en profiter pendant que le film est en DVD. Donc, tu sais, c'est un moment où que je redoutais plus qu'autre chose. Mais bon, écoute, ça fait partie de la game. Tu sais, je veux dire, si t'es pas capable de traverser ça, ben il faut pas faire de film. Je veux dire, arrête là, tu sais, c'est comme donc, puis je l'ai traversé, puis j'ai continué à faire du cinéma. Tu sais, j'ai continué, j'ai tourné du documentaire. Là, j'ai Opération Luchador à Fantasia qui est super bien reçu. Il joue demain au Mexique en salle. Je suis super content parce qu'au Festival Macabro, c'est en salle cette année. Donc, et je suis bien content parce que là, c'est un bon mot parce que les critiques sont vraiment cool.
pour Opération Luchador. Puis je parle pas juste des critiques, je m'en vais aussi sur des sites comme Letterboxd, des choses comme ça. Puis je lis ce que les utilisateurs disent. Puis à date, ce que je lis, aïe, ça me fait plaisir, tu sais. Puis il y a même des gens qui disent, bon, j'ai vu ça quelque part, c'est la renaissance de Vizina après le scaphandrier. Il y en a un autre qui écrit, Alain Vizina, on voit ce qu'il est capable de faire finalement. Puis tout ça, écoute, ça me fait plaisir de lire ça. Là. Puis en plus, c'est ça, c'est que ça va voyager. Comme tu dis, il est au Mexique. Mais même, juste revenir, Scaphandrier a voyagé. Il a fait partie de festivals partout dans le monde. C'est ce qui a fait la réception du Scaphandrier à l'étranger. C'est ce qui a fait que j'ai pu retirer mon sac de papier brun sur la paille quand je sortais. Parce que il a été... Écoute-moi, quand il a été sélectionné à Sitges, j'en revenais pas. J'ai dit, Festival de Sitges, gros festival de cinéma de genre, sélectionne mon film. Puis les critiques sortent là-bas, puis sont pas toutes bonnes, mais il y en a quand même de bonnes critiques. Même chose quand il a joué au festival Rojo Sangre en Argentine. Tu sais, il y a une revue culturelle là-bas qui a dit, qui a statué que Le Scaphandrier était l'un des 5 meilleurs films qui avaient joué à leur festival. Puis Rojo Sangre, c'est un gros festival, OK? C'est un des plus gros d'Amérique latine. Puis on a gagné un prix au Festival de cinéma fantastique de Torremolinos, prix de la mise en scène, prix des maquillages. Et ça a été honnêtement, là, je me disais, puis il y a 2 distributeurs qui l'ont pris à l'étranger pour le DVD en France, puis au Benelux. Donc, ça a été j'étais content. Mais tu sais, bon, ça fait partie des règles du jeu. Ben oui. Martin, tantôt, il parlait qu'il avait vu La Morte amoureuse à Saint-Jérôme. À toutes les émissions, on a une petite chronique anecdote. Ça donne que c'est Martin qui l'a fait. Puis je pense qu'il veut parler de Saint-Jérôme, justement. Fait qu'on va lancer la petite chronique anecdote. Puis ensuite, on va te demander une anecdote à toi. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Non seulement c'est par rapport à Saint-Jérôme, mais ça a rapport avec une discussion justement qu'on a eue avec Alain Vizina quand on était chez lui. Alain a dit à un moment donné, j'étais le outcast. Quand j'étais à Saint-Jérôme, on avait le groupe à Denis Desjardins. On était une super belle équipe. Il y avait du monde avec qui que je suis encore beaucoup ami dans le groupe. Mais j'étais le seul qui tripait horreur. Et quand tu es le seul qui tripe horreur dans un groupe, c'est pas nécessairement facile. Et surtout quand tu vas affaire avec un professeur qui n'est pas un tripeux d'horreur. Donc, évidemment, quand c'était le temps de faire nos films, la première chose que je me penchais, c'était l'horreur. J'avais besoin de faire, mettons, un long plan séquence. Mon long plan séquence, c'était un film d'horreur. Je me rappelle, ça s'appelait Victime. So, Victime, c'est des gens qui discutent dans une cafétéria et puis il y a un tueur qui arrive avec ses guns, puis il les tue tout un après l'autre, puis ça tourne au rouge, that's it, c'est fini. So, évidemment, quand tu te fais noter sur un film que c'est un gars qui arrive, qui tire tout le monde que dans la salle, c'est pas nécessairement la meilleure note que tu as. Sauf, j'ai été surpris parce que ça avait bien commencé. J'avais pas une mauvaise note. On voyait que Denis il jugeait pas mal sur le contenu, qu'est-ce qu'il y avait. Et là, on se rappelle quand même, là, c'était tourné en VHS. So, vient mon prochain film après. Et c'est là que l'anecdote commence. Tu viens de perdre 3 minutes à faire ton intro pour ton anecdote. C'est pas grave. Parce que fais gaffe, Martin, fais gaffe. C'est le temps de faire un film qui s'appelle M et c'est une suite à Victime. So, ça commence exactement avec des inspecteurs qui sont un petit peu à la X-Files et puis qui inspectent sur les meurtres qu'il y a eu dans la cafétéria en rapport avec le gars qui est arrivé et qui les a tués. Moi, je suis un des inspecteurs. Je suis totalement écœurant comme acteur. Mais c'est pas vrai, je suis très sarcastique. Je suis complètement à chier.
Et je me rappelle plus c'est quoi son nom. Il me semble que c'est quelqu'un qui jouait dans Boîte à Tata. Anyway, juste pour dire que le film faisait en sorte qu'on était en train de chasser un démon finalement, que ce n'était pas une personne. Et dans le film, j'aime beaucoup jouer avec les plans. Et quand je joue avec les plans, évidemment, je suis inspiré de tous les créateurs de films d'horreur. Tu sais, John Carpenter, il y avait du Sam Raimi là-dedans, il y avait du Wes Craven, il y avait tout, OK? C'est pas grave, il me reste encore 2 minutes, je suis en train de le calculer, tabarouette. Et puis, l'une des scènes était de tomber en bas du 2e étage. Et c'était moi la victime. Et super stupide que je suis, j'ai décidé que moi, c'était facile de faire une cascade de ce genre-là. J'avais juste à mettre des sacs de plastique remplis de papier en bas et des coussins de divan. Alors là, j'étais sur le bord de la fenêtre et c'est le temps de sauter. Tout le monde est prêt, je dois sauter et je saute, mais pas debout, je saute sur le côté. So, en atterrissant sur l'asphalte, sur mes super beaux coussins que j'avais préparés, je me suis pété la gueule fucking solide. Et j'ai eu une fracture du coude, j'ai eu une commotion cérébrale et j'ai aussi eu 2 déplacements des vertèbres. J'ai été chanceux en tabarouette, mais aujourd'hui, je paye pour en câline. Ouais, nous aussi, avec ta commotion cérébrale. Et le pire de ça, après avoir repris un petit peu l'esprit, j'ai regardé mon caméraman, j'ai dit « Qu'est-ce que ça a de l'air? » Et mon caméraman m'a dit « Je m'excuse, la batterie est tombée morte avant que tu puisses tomber. » Et ça, c'est le genre de choses qui vient de la tête d'un gars qui était fan d'horreur, tout seul à Saint-Jérôme, pour s'avoir pété à la gueule et le regretter beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est mon anecdote. Puis avoir rien pour le prouver. Ouais, c'est ça. En fait, oui. Juste la douleur, juste la douleur. À part de la douleur. C'est une anecdote de tournage, mais un tournage, je pense les anecdotes les plus savoureuses, c'est un peu comme Martin vient de le dire, c'est quand nos premiers films, là, on n'a pas beaucoup de moyens, puis que ça, on essaie toutes sortes de choses. Je tourne un espèce de remake en SVHS du Fantôme de l'Opéra. On est en 1990. OK? Ne me demandez pas de voir ce film-là. Je me suis assuré de brûler toutes les copies. Et là, on tourne. Moi, j'ai toujours eu une certaine facilité à obtenir des lieux de tournage assez particuliers. Et là, je tourne, j'ai décidément... C'est très religieux encore, mon affaire. Après, en fait, c'était avant les Anglicans. Je tourne à la cathédrale Christ Church sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, près du magasin L'Abbé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Elle est belle, là. C'est un bel Ah oui, elle est très belle. Puis là, écoute, on me confie les clés de la place. J'ai personne pour me surveiller. J'ai les clés, puis je tourne la nuit. OK, on tourne la nuit. Puis j'ai une scène où il y a une jeune fille, mon héroïne, qui marche sur la rue Sainte-Catherine, et la scène en question, c'est qu'il y a 2 types qui vont l'agresser. Elle décide de courir et elle se réfugie bien sûr à l'intérieur de l'église parce que c'est là que notre fantôme de l'opéra va la sauver. Parce que je trouvais que c'était gothique comme décor, puis c'est normal qu'il y ait un fantôme qui entre les sous-sols d'une église. C'est tout à fait logique. Bref, là, nous, on tourne, on est très discret, tu sais, on est 2 gars, une caméra SVHS, tu sais, puis à la limite, il y a des gens qui n'ont pas vu la caméra, donc tout ce qu'ils voient, c'est une jeune fille qui, à 1h du matin, hurle de terreur, s'engouffre dans une église poursuivie par 2 gars. Donc là, nous, une fois qu'on entre dans l'église, donc, on s'installe. Je me souviens, j'étais complètement au-dessus, dans le balcon, là, pour faire un super shot en plongée, pendant que les gars essaient de la violer, juste avant l'intervention du fantôme. Et là, on entend un truc genre « Bougez plus! » Puis on se dit « Qu'est-ce qui se passe? » Et à notre grande surprise, il y a des policiers qui débarquent, mais une maudite gang de policiers qui rentrent par la porte principale, qui rentrent aussi par des portes de côté. Je ne sais pas comment ils ont fait pour rentrer, OK?
Et là, ben moi, je suis en haut, je dis on tourne. Donc, effectivement, on a eu une intervention. Mais les gars n'étaient pas trop fâchés. OK? On n'a pas eu, je me souviens pas qu'on nous a donné une leçon, faites tout ça, ou prévenez-nous quand on tourne et tout ça, tu sais. Mais moi, j'étais content. Je disais, mais bordel, les acteurs sont convaincants parce que quelque part, il y a un chauffeur de taxi ou un autre qui a cru suffisamment pour appeler les policiers. Voilà. Comme tu dis, par exemple, des anecdotes de tournage, là, il y en a énormément. On en a tellement de notre côté. C'est fou. Je ne sais pas pour Steve, là, mais nous autres, là, c'est fou, raide. Ah, nous autres, il nous est arrivé plein de choses, mais malheureusement, je ne peux pas le raconter. On est rendu à la fin du show déjà. Alain, juste pour Opération Luchador, c'est quoi ton but avec le film? Là? Il va être dans des festivals? C'est quoi les plans avec le film ensuite? On va essayer de lui trouver un distributeur. Okay. On a une version sous-titrée anglaise, c'est celle qui joue actuellement à Fantasia. Puis on a un projet de série avec le même personnage où on verrait l'Ange Doré intervenir clandestinement dans des épisodes qui ont marqué l'histoire. Exactement dans l'esprit d'Opération Luchador, donc pendant la guerre froide, pendant la crise des missiles de Cuba, puis tout ça. Donc, il serait là, toujours en catimini, mais c'est grâce à lui, on apprend en fait, c'est grâce à lui qu'on l'a échappé belle à plusieurs reprises dans l'histoire. C'est comme ici, c'est grâce à moi que ça marche. En toi, tu serais le vilain dans la série, je pense, à plusieurs places. Voilà. Ou celui qu'on tuerait en premier. Écoute, Alain, merci d'avoir passé cette heure avec nous. Ce fut fort agréable et j'espère que le film va fonctionner et qu'on va pouvoir l'avoir éventuellement en DVD, pouvoir l'avoir dans nos collections. Fait que je vais remercier tout le monde, comme d'habitude. Je prends tout le temps de remercier nos amis des bières philosophales, là, comme je dis, qui nous nourrissent à toutes les semaines. Et Horreur Fanatique, Film Fanatique qui sont avec nous. Horreur Québec, Frisson TV. On est à quelques jours, là présentement, vous écoutez l'émission, on est à quelques jours de la première de Sur la route de l'horreur sur Frisson. Et donc, dont Alain est dans le premier épisode en tant que fan du mois. Donc ça va être fun. J'ai hâte de voir. Fait que ça veut dire que la semaine prochaine, on va pouvoir parler de l'émission. Ça va être le fun. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur YouTube, Facebook, un peu partout sur les réseaux sociaux. On est là. On s'abonne à la chaîne. C'est toujours le fun. Et comme d'habitude, je vais laisser le mot de la fin à Elzomblard. Mais oui, les amis, alors merci à Alain, hein, évidemment. Alain, en tant que professeur, on t'écouterait pendant des heures, mais dommage, on n'a pas le temps. Hein. Mais je vais quand même vous en raconter une petite dernière pour la route. Ok ? Tout le monde est prêt ? Alors, comment on appelle un zombie qui est papa ? Oui, non ? C'est simple, c'est un walking dad.